Viens, entre et installe-toi. Bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débriefe avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO. Tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée. Et surtout, si tu entends une discussion intéressante, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. J'ai pas le temps, je sais pas écrire moi. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas encore penché sur le marketing parce que c'était pas une priorité. C'est le genre de phrase qu'on peut entendre de la part de fondateurs ou de CEO de start-up quand on leur parle de stratégie de contenu, surtout en early stage. Pourtant, quelle start-up pourrait se passer d'une occasion de démontrer son expertise, de gagner en visibilité, de partager ses valeurs, que ce soit pour générer des leads ou pour faciliter les prochains recrutements d'ailleurs. Pour parler de ça et de l'importance du contenu quand on lance sa société, je suis avec un CEO et cofondateur qui s'est tellement investi dans le contenu qu'on peut se demander d'ailleurs s'il avait du temps encore pour faire autre chose, mais dont la réussite de la société est exemplaire jusqu'à présent. C'est Guillaume Houbèche, qui est CEO et cofondateur de Lemlist. Bonjour Guillaume. Salut Axel, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Je te le disais, je suis super content de t'avoir parce que bon, ça fait longtemps que je suis Lemlist, j'adore tout ce que vous faites. Du coup, potentiellement, je suis un peu stressé et je vais dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Ouais, je suis super content d'être ici aussi. Alors, pour ceux qui seraient passés un petit peu à côté de Lemlist et de toi ces dernières années, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ouais, donc je m'appelle Guillaume Houbèche, je suis CEO et cofondateur de Lemlist, qui est une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact et à trouver leurs futurs clients. On a lancé ça en 2018. On a des dizaines de milliers de clients partout dans le monde. Grosse majorité de nos clients est basée aux États-Unis. On a commencé la boîte avec 1 000 € et maintenant, elle est valorisée à plus de 150 millions. C'est ce qu'on disait, une belle croissance, une belle réussite jusqu'à présent, quoi. Donc on va attaquer directement dans le vif du sujet. Depuis le début de Lemlist, tu t'es investi personnellement énormément dans la création de contenu. On t'a vu sur plein de réseaux et sur plein de formats différents. Si c'est une part si importante de ta stratégie, c'est que forcément ça a une importance particulière pour toi. Pourquoi tu t'es vraiment investi dans ce sujet-là, quoi ? Moi, ce que j'aime bien en fait comme parallèle, c'est Marco Polo. Genre tout le monde connaît Marco Polo comme étant celui qui a découvert, tu sais, la route de la soie. Alors que dans les faits, en fait, c'est pas lui du tout. Lui, c'était un marchand vénitien. Il y en avait eu des milliers avant lui qui avaient parcouru cette route de la soie et qui la connaissaient. Par contre, c'était le premier qui documentait tout. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle on se souvient de lui, c'est justement parce qu'il a tout documenté. Et en fait, moi, dès le départ, je me suis dit, je trouve ça cool, en fait, de documenter et de montrer un petit peu ce qu'on fait et de le partager avec les autres. Parce que je pars du principe que quand tu commences à documenter, quand tu commences à enseigner un sujet que toi, tu es en train d'apprendre, c'est la meilleure façon de le maîtriser et d'être vu par les autres comme un expert. Et comme on n'avait pas d'argent au départ, donc vraiment 1 000 € quoi, pour commencer, le content, c'est un truc qui coûte pas d'argent parce que aujourd'hui, LinkedIn, c'est gratuit, Twitter, c'est gratuit, YouTube, c'est gratuit. Le seul truc dont tu as besoin, c'est de tes 10 doigts et d'un ordinateur, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça petit à petit. Et j'ai vu que ça marchait bien, que les gens avaient de plus en plus envie de connecter avec moi, qu'ils trouvaient le contenu que j'écrivais assez intéressant. Et donc, petit à petit, on a commencé à scaler ça à l'échelle de l'équipe. Et maintenant, c'est devenu à un niveau où on a vraiment des process très, très poussés quand il s'agit de création de contenu et surtout de création de personal brand. Ouais, effectivement, une vraie machine aujourd'hui. Donc en fait, ouais, c'est ce que tu disais, au début tu l'as fait
à la fois donc pour documenter, mais c'est aussi une façon, toi, de monter en compétence sur les sujets, parce que quand on les répète et quand on les explique, bah, du coup, on se les approprie. Et du coup, t'es aussi monté en expertise en créant du contenu, quoi. Ouais, exactement. Et je pense que c'est en fait, il y a deux types de contenu que tu peux créer. Il y a le contenu que tu crées pour vraiment apporter de la valeur sur un sujet spécifique et être vu comme un expert. Donc, Mhm. dans mon cas, c'était vraiment autour de la prospection commerciale, de comment est-ce qu'on crée des relations, quelle est l'essence même du sales. Enfin, tu vois, que des sujets comme ça. Et après, il y avait l'autre partie qui était beaucoup plus, je dirais, inspirante, entre guillemets, qui est raconter notre histoire. Et ça, en fait, ça t'aide à créer de la confiance avec les gens, à créer une relation aussi un petit peu différente et plus humaine. Et sur le long terme, c'est quelque chose qui aussi nous a permis d'avoir ce qu'on appelle beaucoup de accountability, donc de se sentir en fait un peu redevable en Mhm. annonçant, tu vois, nos objectifs publics. Donc par exemple, allez, l'année prochaine, on veut faire 20 millions d'ARR. Et ben Mhm. en fait, quand tu le dis publiquement et que tu as des gens qui te regardent, bah toi, ça te force à arriver à atteindre tes objectifs. Et en fait, c'est un mouvement qui commençait aux US qui s'appelait Build in Public, donc Mhm. construire en public. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai fait dès le départ et qui m'a vachement aidé, moi, tu vois, toujours à me challenger et à aller chercher plus loin. Donc en fait, le contenu, comme tu disais, il y a deux aspects. Il y a l'aspect plus partager avec les autres, être vu comme un peu un thought leader sur un sujet, un expert. Et Mhm. après, il y a l'autre côté qui est vraiment perso, c'est te dire comment est-ce que toi, tu peux te challenger publiquement afin d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux chaque année. Ouais, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Quand t'es le CEO ou le cofondateur, en tout cas, d'une startup, c'est que forcément, déjà, normalement, tu connais bien la problématique métier à laquelle tu t'adresses, quoi. Donc, ça, c'est des formidables idées de contenu pour ce que tu appelles effectivement le thought leadership. Après, il y a aussi toutes les premières questions de tes prospects, de tes clients, que tu peux documenter aussi, qui peuvent venir, bah, du coup, alimenter ton blog, ton LinkedIn, mais qui peuvent aussi servir de ressources, on va dire, un petit peu de centre d'aide pour ton produit, quoi, en plus. Et il y a cette partie, du coup, building public qui va humaniser tout ça. Donc toi, tu t'es vraiment concentré au début sur un petit peu le thought leadership et cet aspect building public, quoi. Ouais, surtout qu'en fait, au départ, tu vois, quand tu reprends le marché de la prospection en 2018, ce dont je me rendais compte, en fait, c'est qu'en faisant quelques recherches sur Internet, tu tombes Mhm. sur des articles qui marchent très bien en SEO. Donc, les gens les ont très bien optimisés. Donc, ils sortent en premier. En l'occurrence, c'était HubSpot qui sortait. Et en fait, les articles, par exemple, pour écrire des templates de prospection, ils étaient vraiment nuls à chier. Mais quand je te dis nul à chier, c'est vraiment genre, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui a jamais fait de la prospection qui l'a écrit. Et dans les faits, c'était le cas, tu Ce vois, qui est parce que possible, ouais. c'était que des marketeurs qui faisaient du SEO, tout ça. Et donc, du coup, moi qui avais eu mon agence avant où j'avais fait des centaines de campagnes de prospection, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire des campagnes de prospection, je vais tout documenter de façon publique pour montrer aux gens, voilà, ça c'est des vrais templates, voilà les réponses qu'on a, parce qu'en fait, la plupart des templates qui étaient donnés, on les associait jamais avec, tu vois, le process de Mhm. prospection, ni avec les résultats de campagne. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais commencer à le faire. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à créer une communauté autour du sales automation, donc de la prospection de façon générale, qui s'appelait la Lemlist Family. Et Sur dedans, Facebook, ouais, c'était sur c'est ça, Facebook. pardon, ouais. Ouais. Et dedans, en fait, toutes les semaines, je partageais comme ça. Je faisais des weekly template reviews où je commençais à partager. À côté de ça, je faisais beaucoup de prospection aussi pour aller contacter mon ICP, donc Ideal Customer Profile ou Mhm. Persona. Je les contactais en leur disant, je fais des interviews sur ci, ça, donc tel et tel sujet de prospection. Là, pendant l'interview, je leur posais toutes les questions pour voir si c'était potentiellement un fit pour ma solution. Mais ça me permettait aussi de trouver, comme tu disais juste avant, tu vois, les bonnes questions, en fait, que les gens peuvent se poser. Et Mhm. à partir de ça, en fait, ça me faisait des idées de contenu. Donc, par exemple, les gens me disaient, ouais, moi, ce qui est un peu chiant en ce moment, c'est mon taux d'ouverture. Donc, combien de personnes ouvrent mes emails? Et là, du coup, je commence à creuser. Je me dis, OK, ben, en fait, leur vrai problème, c'est pas tant ça. C'est plutôt la délivrabilité. Donc, je vais Mhm. écrire à propos de la délivrabilité. Et en fait, j'essaie, toutes les personnes que je contactais en outbound, donc en prospection, je les intégrais à ma stratégie de contenu. Et c'est grâce à ça, tu vois, que plus tard, quand tu sors des articles et que tu as d'autres personnes, en fait, tu te sers de l'audience de plein de personnes qui, eux, ont déjà une audience un peu plus grosse pour toi associer ta marque à ça et de construire et grossir step by step à l'international. Ok, ouais, effectivement, du coup, tu profites de l'audience de tes interviewés, quoi. Mais en même temps, c'est ce que tu dis, tu nourris ton contenu, du coup, des questions que se pose ton persona, ton client idéal, quoi. Et donc, Exactement, forcément, tu vas créer du contenu qui derrière est pertinent et qui est repris, quoi. exactement.
J'ai une petite question par rapport à ce que tu dis là. C'est vrai que quand on parle de communauté, t'as parlé de ton groupe Facebook du coup que t'animais. Comment t'as fait venir dans ce groupe les premiers utilisateurs? C'est toujours le plus galère. Ouais, c'est Au pour ça que je la début, pose. au début, tu fais venir tes parents, tes amis, et ton frère, tes sœurs. C'était un peu ça en vrai. Ouais. Et puis après, en fait, step by step, tu vois, on avait eu la chance de faire un lancement avec un partenaire aux US qui s'appelait AppSumo. Et du coup, on avait eu des milliers de clients très rapidement. Grâce à eux, et en fait, ces gens-là, du fait des questions qu'ils posaient dans le chat de façon récurrente, et j'étais tout seul à faire le support, bah en fait, je leur ai dit directement, Ok, d'accord. venez dans la communauté. Et au départ, c'était vraiment moi qui répondais à toutes les questions et j'étais vraiment au taquet et je créais le contenu et j'essayais d'animer un petit peu tout ça. Et je pense qu'il m'a fallu peut-être 5 mois avant que les gens commencent à poser des questions et commencent à un petit peu. Donc au début, c'est un gros moment de solitude, hein. Enfin, les Ouais. communautés, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des choses. Mais en vrai, c'est un travail de longue haleine, donc faut être très patient. Et faut juste se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur aux gens qui sont là? Ouais, ça s'anime quoi, c'est clair. T'en as parlé, tu faisais beaucoup aussi de templates d'email, tu montrais tes réponses, vous avez beaucoup structuré un petit peu justement comment bien prospecter, comment aussi bien utiliser l'outil. Au final, c'est presque une Ouais, démonstration. Votre contenu, ça pourrait presque être considéré comme une fonctionnalité supplémentaire de votre produit, quoi. En fait, bon, c'est gratuit parce que c'est accessible, mais quand tu achètes l'Emlist, bah, il y a aussi tout ce qui va avec. Tu le vois un petit peu comme ça. Enfin, je veux dire, ça joue forcément dans la relation commerciale quand t'as tout ça en plus de l'outil, quoi. ouais, c'est clair. Et puis en fait, il y a ce côté, tu vois, les gens, quand ils achètent un produit ou un service, tout est basé sur de la relation de confiance. Tu vois, Mm. même quand tu vas au supermarché acheter, je sais pas moi, des pâtes ou de la salade, quand tu l'achètes, tu as confiance dans le magasin pour te dire que cette nourriture, elle va pas te tuer, tu vois, elle va pas t'empoisonner. Ouais. Et en fait, tout ce que tu fais, c'est de la confiance. Et donc, comment est-ce que tu crées de la confiance? Pour moi, il faut apporter un maximum de valeur. Et le contenu qu'on créait était vraiment sans bullshit, en fait. Tu vois, c'était très actionnable. J'écrivais pas du contenu pour ranker en SEO et faire en sorte que mes articles soient le mieux structuré possible pour que, tu vois, Google l'index. Ça, je m'en Mm. foutais. Moi, ce que je voulais, c'était un article. Tu arrives dessus, tu as une problématique et j'ai réussi à résoudre cette problématique et tu en sors avec, voilà, le step by step de ce que je dois faire pour réussir à résoudre tout ça, tu vois. Et en gros, clairement, c'était à moitié de l'apport de valeur, à moitié du product tutorial. Et donc, clairement, ça nous a aidé à driver beaucoup de clients et plus tard aussi utilisateurs et membres de communauté, en fait. Ok, super intéressant. Et finalement, tu l'as dit aussi un petit peu tout à l'heure, quand tu t'impliques autant dans le contenu, toi, c'est aussi une façon de montrer l'exemple à tes équipes. Tu vois, c'est un peu aberrant, mais je discutais avec un marketeur d'une autre société où justement, il voulait lancer du personal branding un petit peu un petit peu à la façon de ce que vous faites sur LinkedIn. Mais bon, le CEO, il voulait pas y consacrer du temps, donc il attendait que les employés le fassent pour voir si ça marche, et puis après, peut-être qu'il l'aurait fait, tu vois. Sauf que bah, quand tu veux mettre en place ce genre de stratégie dans ta boîte, forcément, tu as besoin de t'impliquer toi en premier. Donc ça a forcément dû déjà aider tes employés, bah, ils se mettent forcément dans la mouvance, quoi. Et en plus, après, j'ai une deuxième question dans la question, mais t'as mis en place, en tout cas j'avais lu quelque chose là-dessus à un moment, des binômes sales market Ouais. pour travailler justement sur ces stratégies de contenu-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Tu peux expliquer un petit peu, s'il te plaît? Ouais, il y a même, on a fait un truc encore. Enfin, j'ai lancé un programme de coaching qui s'appelle Lemtastic, qui aide en fait les gens dans la boîte à créer leur personal brand. Parce qu'en fait, à la base, je faisais ce coaching de façon indirecte avec les head of, donc chaque chef de département. Mhm. Et typiquement, tu vois, tu prenais tous les head of qui sont chez nous. Quand ils sont arrivés, ils avaient peu de connexions sur LinkedIn et ils étaient inconnus. Et après un an et demi c'est tous devenus des thought leaders dans ce qu'ils font, etc., etc. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est cool, je l'ai fait avec les head-off, ouais, je les ai aidés parce que je fais des points régulièrement avec eux. Mais maintenant, maintenant que l'équipe grossit, je pourrais le faire avec tout le monde, tu vois. Donc, j'ai créé un programme vraiment ultra actionnable où je fais un coaching avec n'importe qui dans la boîte, tu vois. Enfin, ça peut Mhm. être toutes les personnes qui ont envie de se lancer. Et tous les matins, on passe 1 heure tous ensemble à écrire du contenu pour Twitter et pour LinkedIn. Et donc Ok. là, tu vois, c'est un truc qui maintenant, enfin, c'est vraiment un programme et c'est un truc qu'on va vachement pousser parce qu'en fait, moi, je pars du principe
Là, notre objectif, tu vois, on est vraiment dans une phase d'hypercroissance. On a dépassé les 10 millions d'ARR. On veut aller taper les 100 millions, tu vois, d'ici 3-4 ans. Et donc, en fait, on est dans cette phase où on commence à réfléchir à tous nos process. On commence à réfléchir beaucoup au recrutement. Plus tu construis une personal brand forte, meilleur tu deviens dans ce que tu fais parce que tu es obligé d'écrire ce que tu penses à propos d'un sujet. Donc, je te prends des exemples très cons, mais quelqu'un en copywriting chez nous va créer sa personal brand autour du copywriting et va dire genre suis-moi si tu veux devenir le meilleur en copywriting au monde ou quelque chose comme je documente mes apprentissages sur du copywriting et je te fais gagner des heures, tu vois, de screening de content par exemple. Et donc en fait, chaque personne a sa verticale et ça permet quoi? Ça permet de dire que plus on grossit, plus on est visible. Quand tu apportes de la valeur à quelqu'un, les gens regardent ton profil. Quand ils regardent ton profil, ils regardent où tu bosses. Et quand ils regardent où tu bosses, bah, ça te rapporte des clients, tu vois, forcément. Donc, que ce soit par du bouche à oreille, du referral ou autre. Ça, c'est la première partie qui est ultra cool. Et la deuxième partie qui est ultra cool, c'est de dire, ouais, en fait, tout le content qui est créé et qui arrive à atteindre, tu vois, cette grosse audience, ça drive aussi beaucoup de candidats. Et la clé, quand tu veux vraiment scaler et tout, c'est les gens, en fait. C'est comment est-ce que tu fais pour recruter les meilleures personnes. Et c'est seulement quand tu as une personal brand forte que tu deviens la personne que les gens ont envie de rencontrer, qu'à ce moment-là, bah, en fait, tu as énormément d'opportunités qui arrivent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ce programme de coaching où, en fait, il y a une première étape en 30 jours où les gens… Enfin, en gros, tout le monde doit poster tous les jours, tu vois. Okay. Et même les week-ends, mais juste tu schedules tes posts parce qu'on fait pas bosser les gens le week-end. Et donc en fait ça t'aide vraiment, tu vois, à devenir meilleur, à écrire, etc. Donc et je pense que écrire c'est un truc qui est vachement undervalued, tu vois, comme terme de skills, parce que les gens, en fait, même dans leur communication, ont trop tendance à écrire des choses à rallonge qui n'ont pas d'impact, où ils n'arrivent pas à clarifier leurs pensées. Ouais. Et à côté de ça, ce qu'on avait vu aussi, c'est que, en gros, quand tu fais de la prospection commerciale, ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la confiance des gens pour qu'ils puissent tester ou devenir clients, tu vois. Et pour ça, quand tu crées une personal brand forte, bah, en fait, la confiance, elle se crée, bah, elle est déjà là, en fait, parce que les gens, t'es devenu la personne qu'ils ont envie de rencontrer. Donc, en fait, quand toi, tu fais ta prospection et que les gens, potentiellement, ils t'ont déjà vu sur LinkedIn, en fait, ton taux de réponse, il est 10 fois plus élevé. C'est clair. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est ce qu'on s'est dit. On a commencé ce qu'on appelait le LinkedIn Buddies, où en fait, on mettait un sales avec un marketeur. Donc, le sales parlait de lui, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait pu apprendre, etc. Et le marketeur l'aidait à shaper un petit peu un post qui soit avec beaucoup plus d'impact. Et comme ça faisait, tu vois, ce côté où marketing et sales pouvaient bosser ensemble. Plus ils bossent ensemble, en fait, plus le market a des idées pour des articles, parce que nous, on est un produit qui s'adresse aux sales. Et ensuite, les sales, plus ils construisent leur personal brand, plus leurs campagnes de prospection ont des taux de retour élevés. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui, crée de la cohésion d'équipe, ce qui est genre ultra important, parce que on le sait, la plupart du temps, marketing et sales, c'est pas forcément idéal. C'est un sujet, ouais. C'est un vrai sujet. Et ensuite, tu as le côté où… market, ça leur donne des idées, donc eux, ils deviennent meilleurs dans ce qu'ils écrivent parce qu'ils comprennent beaucoup mieux le persona. Et deux, les sales deviennent bien meilleurs dans leur prospection parce que ils créent leur personal brand et donc quand ils contactent les gens, ils ont des taux de retour beaucoup plus élevés. Ouais, c'est clair qu'en plus, vu ta solution et vu ta cible, c'est encore plus pertinent parce que du coup, clairement, le marketing, il va se nourrir. Déjà, au quotidien, tu te nourris quand même de ce que peuvent te dire les sales parce qu'en plus, ils sont au contact des prospects et tout. Mais là, en plus, c'est ton persona, donc t'es exactement double effet qui se coule, quoi. Ok. Super intéressant. Après, du coup, on se dirige doucement vers la fin de l'interview, mais comme on parle toujours de bonnes pratiques, de choses qui se passent bien, de stratégies qui fonctionnent, tout est rose, mais on sait que c'est pas comme ça. C'est quoi du coup le plus gros challenge que tu as rencontré dans ton parcours, hein, ça peut être même avant l'Emlist. Je pense que le plus gros challenge quand tu es entrepreneur, c'est de te lancer quand tout le monde doute de toi, tu vois. Donc moi je suis ingé, ensuite j'ai fait école de commerce. Donc quand j'ai lancé mon premier business et que ça n'a pas marché, on se disait ok. Puis ensuite le deuxième et que c'est pareil, tu vois, j'ai arrêté rapidement pour tester un autre truc. Puis ensuite un troisième et ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et donc là tu vois j'étais au quatrième et donc les gens tu vois ils commencent à te dire bah franchement c'est pareil, tu vois, à l'époque c'était ma copine de l'époque qui payait le loyer. On vivait genre dans 25 mètres carrés. Donc, c'était un petit peu genre, attends, t'as des diplômes, tu pourrais avoir un taf. Pourquoi est-ce que t'as encore envie de lancer un truc? Enfin, tu vois, et
En fait, c'est vraiment essayer de garder cette résilience et être convaincu que toi, tu vas y arriver quand personne n'est convaincu de ça, tu vois. Ouais. Et donc, je dirais que ça, c'était pour moi, je pense, un des plus gros challenges. Et après, évidemment, maintenant, les nouveaux challenges. Donc ça, il y a les challenges du début. Donc, c'est comment est-ce que tu fais pour sortir la tête de l'eau. Et après, les challenges de maintenant, c'est comment est-ce que tu fais, tu vois, pour recruter des gens qui s'entendent bien ensemble, qui bossent super bien ensemble et qui ont envie d'aller dans la même direction et qui ont envie de se dépasser et créer une culture de boîte ultra forte. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un challenge, mais c'est un challenge que j'adore. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, c'est que déjà on voit la réussite, mais comme tu dis avant, toutes les boîtes marchent pas, tu vois, il y a pas de réussite de recette non plus magique, enfin puis tu passes par des échecs de toute façon pour réussir quoi, donc t'as ce côté résilience quoi. Et puis après les relations humaines de toute façon, effectivement dans la gestion d'une boîte, c'est certainement ce qui est le plus compliqué au-delà du produit, au-delà du marketing, gérer les hommes enfin et les femmes d'ailleurs, mais gérer les ressources, c'est quelque chose de complexe, quoi. Ouais, c'est un truc je pense que j'avais vachement sous-estimé ce côté team et le côté, tu vois, en fait, c'est la différence, ça fait ta force, mais après, c'est comment tu gères vraiment toutes les personnes et surtout quand tu recrutes vite, en fait. Parce que, tu vois, genre là, par exemple, nous, on n'est pas une team qui est très grosse, on doit être peut-être 60 personnes, mais en fait, quand tu passes de, je sais pas, 30 à 60 en quelques mois, là, on sera 100 à la fin de l'année, enfin, tu vois, 200 l'année prochaine. En gros, c'est des paliers où clairement ta boîte, elle se transforme et il faut faire attention, tu vois, pour que tout le monde puisse quand même s'y retrouver, que les gens qui sont arrivés tôt s'y retrouvent aussi un peu plus tard, etc., etc. Donc, c'est des gros challenges, mais c'est cool. Ouais, c'est des bons problèmes parce que c'est ça, c'est des bons problèmes. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Bon, écoute, c'était super riche. S'il y a une chose à retenir, un conseil que tu donnerais du coup à un founder qui démarre par rapport peut-être au contenu, justement, ce serait quoi? Franchement, les founders, c'est arrêter de vous trouver des excuses et écrivez du content. Vous êtes les experts de votre domaine parce que vous vous êtes lancé dans un domaine où vous êtes passionné, où vous connaissez bien le problème, vous connaissez bien l'industrie. Donc, partagez. Arrêtez d'être radin et écrivez. Lancez-vous et n'ayez pas peur du regard des autres parce qu'on s'en fout, en fait, tout simplement. Et puis, au pire, si t'es pas vu, personne ne le saura. Ben voilà, c'est ça, en fait. Si ton post marche pas, personne ne le saura, en fait. C'est juste ça, quoi. Ok. Bon écoute, merci beaucoup Guillaume d'être passé. Du coup, bon évidemment, t'es présent sur LinkedIn, je crois qu'on l'a dit, mais si jamais LinkedIn, Twitter, YouTube, Insta, TikTok, partout. TikTok, partout. On peut te retrouver sur tous ces réseaux. C'était un plaisir d'échanger avec toi, c'était super riche, super intéressant, donc je te remercie encore beaucoup d'être passé sur le podcast et je te dis donc à très bientôt. À très vite, ciao ciao. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je compte sur vous. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.